Alain Lugan est aussi professeur à Côte-Quidan, il est professeur à l'école de guerre. Il anime, je cite, l'Afrique réelle, et ce site, l'Afrique réelle, vient de fêter, excusez du peu, son millionième visiteur. Voilà, unique, bien unique, bien sûr. Quand on parle de blog ou de site, on parle toujours en visiteur unique. Voilà. Bon, donc, sous la pression populaire, je suis obligé de lui passer la parole. Bien, mes chers amis, je salue les nombreux amis et camarades que j'ai dans la salle. Moi, je connais à peu près la moitié de la salle. Et je vais vous parler... De quoi vais-je vous parler? Je vais vous parler d'un phénomène qui est fondamental, c'est l'histoire. Qui tient l'histoire, tient l'avenir. Parce que c'est avec l'histoire que l'on forme la base, que l'on forme l'appareil doctrinal, que l'on forme les références des générations d'avenir. D'ailleurs, c'est pour cela que nos bons amis socialistes ont massacré l'histoire de France, car avec des gens décérébrés, eh bien, on peut faire n'importe quoi. Et je pense toujours à ce proverbe sénégalais, car les Africains ont une sagesse que nous n'avons plus, le proverbe sénégalais qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens ». Bon, si à partir du moment où on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir d'où on va. Et pour former les citoyens robots du siècle, du millénaire qui vient, il faut couper les mémoires. L'autre moyen qui existe, c'est le moyen de trafiquer la mémoire. Alors, il y a soit la castration de la mémoire, soit le trafic de la mémoire. Et le trafic de la mémoire est peut-être encore plus grave que la première proposition. Et dans le domaine qui nous intéresse, qui est le domaine de l'Afrique, cette évolution est absolument terrible, est absolument dramatique. Parce que l'histoire de l'Afrique en France, dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas du tout le cas. Mais l'histoire de l'Afrique en France est devenue un outil politique. Ce n'est plus du tout une méthode historique. Je ne blâme ni ne loue, je raconte, parce que l'historien, en fait, c'est un juge d'instruction. Un juge d'instruction qui ne porte pas un jugement, mais qui publie à propos d'événements historiques et qui balance les événements, qui prend ce qui va dans un sens, ce qui va dans l'autre, et qui essaye d'avancer dans cet écheveau et qui essaye d'avoir une opinion. C'est un peu comme un juge d'instruction. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus je ne blâme ni je raconte, c'est j'impose. J'impose mon postulat, j'impose mon idéologie. Et pourquoi? Parce que nous vivons dans une société qui est très claire. Le but des élites qui nous dirigent, le but est très simple, c'est le remplacement de la population. Tout le problème est là. Le problème est là, c'est le seul problème qui existe. Les problèmes économiques et le reste sont secondaires. Tous les problèmes sont des problèmes de changement de population dans notre pays. Et pour favoriser ce changement de population, l'on réécrit l'histoire de l'Afrique. L'on réécrit l'histoire de l'Afrique dans le sens qui va toujours aller dans la direction de la culpabilisation, de la direction de l'accusation. Nous sommes par définition coupables. Nous, Français, nous sommes par définition coupables de tout ce qui est passé en Afrique. Et ce qui est tout à fait fondamental pour l'historien de métier, c'est de voir le décalage de plus en plus important qui existe entre les travaux scientifiques sérieux et la réalité politique et médiatique telle qu'elle nous est présentée. En effet, lorsque, comme moi, l'on travaille beaucoup avec le monde anglo-saxon, l'on se rend compte que l'approche anglo-saxonne est totalement différente. L'approche historique anglo-saxonne n'est pas une approche historique de culpabilisation. Les anglo-saxons ont bien des défauts, mais ils n'ont pas celui-là. Tandis que chez nous, il y a véritablement une coupure entre les travaux universitaires et la représentation des mêmes événements dans les médias, dans l'opinion. Par exemple, pour ne parler que de l'Algérie, je ne vais pas parler de l'Algérie ce soir parce que nous sommes tous d'accord et nous connaissons tous la question. Je parlerai simplement peut-être du 17 octobre pour montrer à quel point se fait la manipulation. Sur l'Algérie, par exemple, nous avons les travaux de Daniel Lefebvre, son livre, sa thèse « Chère Algérie », qui montre bien ce que fut l'investissement français en Algérie, qui montre bien ce que fut la réalité
de cette colonisation en Algérie. Nous avions eu, avant lui, le remarquable livre du professeur Guanard, qui avait travaillé sur le bilan, etc. Mais ceci ne passe pas dans le cas. L'idée qui apparaît en permanence, c'est celle de la reconnaissance, de la culpabilité, ou de la responsabilité, ou des actions que nous aurions pu commettre ici ou là. Donc il y a véritablement, et c'est un mal français, c'est un mal uniquement français, vous ne l'avez pas en Italie. Moi qui fréquente beaucoup les universitaires étrangers, ceci n'existe pas en Italie, ceci n'existe pas en Suisse, ceci n'existe pas en Belgique, ceci n'existe pas du tout en Grande-Bretagne, pas du tout aux États-Unis, c'est en France, c'est une maladie française, totalement française. Pourquoi? Eh bien parce que depuis 1945, l'université et surtout les départements qui travaillent en histoire, en anthropologie africaine, ont été véritablement pris en main par des élites politiques. Et aujourd'hui, l'histoire africaine, à part quelques francs-tireurs comme moi, à part quelques résistants, l'histoire africaine est passée complètement aux mains de cette équipe. Et cette équipe recrute par endogamie. Ce qui fait que vous ne pouvez absolument pas, si vous n'êtes pas dans la ligne, vous ne pouvez pas espérer faire une carrière universitaire juriste. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai quitté l'université depuis maintenant près de 10 ans parce que je perdais mon temps. Je préfère travailler avec les étudiants ou l'école de guerre, avec des gens qui sont réceptifs. Je vous donne un exemple. En 30 ans, en 28 ans d'enseignement à l'université de Lyon, je n'ai pas pu former un seul successeur. Pourquoi? J'ai eu des étudiants brillants. J'ai eu des étudiants brillants. Seulement, il est bien évident qu'un étudiant qui travaillait avec un label Bernard Lugan était mort. Donc, les quelques bons étudiants, qu'ont-ils fait? Je leur ai dit, vous quittez Lyon, vous allez à Paris, en disant le plus grand mal de moi partout. Et plus vous direz du mal de moi, et plus vous serez accueillis fraternellement. Et la seule solution pour vous, c'est de faire cela. Faites de la restriction de pensée. Faites de la restriction de pensée. Nous sommes dans un pays occupé, et il faut parler comme dans un pays occupé. C'est-à-dire que on ne peut pas sortir avec le drapeau. Vous allez vous faire fusiller, du moins si vous voulez continuer une carrière universitaire. Alors j'ai réussi comme ça à en faire rentrer un ou deux. Mais qui va dire que sur la durée, ces gens vont avoir la colonne vertébrale qui va leur permettre de continuer dans ce domaine-là. Donc ce sont des disciplines totalement perdues. Et les seuls qui arrivent à s'exprimer, finalement, sont des gens comme Daniel Lefebvre, qui viennent du Parti communiste, et qui ont fait toute leur carrière dans le sérail, protégés par le cocon communiste, et qui vont avoir le génie, le grand courage, la force d'âme extraordinaire de faire leur contre-révolution intellectuelle et de dire des choses. Mais Daniel Lefebvre n'aurait jamais pu écrire ce qu'il a écrit s'il avait eu l'étiquette que j'ai eue, moi, quand j'ai commencé ma carrière. Si Daniel Lefebvre était rentré à l'université avec l'étiquette d'Action française, évidemment, il ne serait jamais devenu professeur à la Sorbonne. Et il n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit. Donc, voyez-vous, nous sommes dans un monde qui est tout à fait extraordinaire. Nous sommes dans la perversion. La norme n'est plus la norme, nous sommes dans l'inversion des valeurs, dans l'inversion des systèmes. Alors, l'université, les départements africanistes, le CNRS, l'école des hautes études en sciences sociales, tous ces départements qui travaillent sur l'Afrique sont pris en main par le panel qui va du Parti communiste à l'ultra-gauche. Les plus à droite, ce serait les gens du Parti communiste, peut-être. Et voilà, c'est ce panel. Et ces gens-là ne sont pas là pour faire de l'histoire. Ils se servent de l'histoire pour faire de la politique. Pour eux, c'est un moyen de subvertir les esprits. Et ils vont sortir n'importe quoi. Ils vont sortir n'importe quoi. Ils vont sortir, par exemple, que les ethnies sont des créations coloniales. Mais bien sûr, c'est évident. Les ethnies sont des créations coloniales. Je dis souvent, bien sûr, non seulement les ethnies sont des créations coloniales, mais je vais aller plus loin que vous. Par exemple, le problème breton, c'est l'occupation allemande qui l'a créé. Mais oui, il y a eu 12 Bretons qui se sont engagés dans les troupes allemandes, donc ça veut bien dire que c'est l'Allemagne qui a créé le problème breton. Bon. Alors, nous sommes dans le sophisme, dans l'aberration. C'est une idée qui nous fait rire. Nous tous ici qui sommes des Africains, nous fait rire. Comment peut-on soutenir l'idée selon laquelle les ethnies sont des créations coloniales? Mais officiellement enseigné à l'école des hautes études en sciences sociales.
Les chefs de département qui s'appellent Jean-Louis Amsel et Jean-Pierre Chrétien soutiennent cette idée. Les Tutsis et les Hutus sont des créations coloniales. Vous voyez? Mais oui, c'était au départ des classes sociales. Les riches étaient les Tutsis et les pauvres étaient les Hutus. Et docteur, voilà pourquoi votre fille est mère, c'est pas. Et la colonisation est arrivée là-dessus et a transformé des réalités économiques, donc bougeantes, qui peuvent bouger, donc fluctuantes, les a codifiées et en a fait des ethnies. Ce qui fait que ces pauvres Hutus et ces pauvres Tutsis sont des victimes de la colonisation. Parce que finalement, c'est la colonisation qui est responsable du génocide du Rwanda et du million de morts. Parce que si nous n'avions pas créé les ethnies, ils ne se seraient pas tués entre eux. Vous voyez le type de raisonnement. Le raisonnement complètement faux, le raisonnement complètement aberrant. Alors quand vous leur dites, écoutez, parfait, ce que vous dites est très intéressant, prenons le cas des ethnies africaines. Il y a à peu près 1500 ethnies en Afrique. Quelle perversité de la part des colonisateurs d'aller créer 1500 ethnies. Ah oui, mais non, c'est pas ce qu'on veut dire. Les ethnies, certes, pouvaient exister sous une certaine forme, mais la représentation actuelle des ethnies est une création coloniale. Bon, alors, reprenons le problème. 1890, quand commence le partage de l'Afrique au sud du Sahara, les Wolofs existaient-ils? Les Bambara existaient-ils? Les Peuls existaient-ils? Les Mernes, etc. Oui ou non? S'ils n'existaient pas, vous avez raison. S'ils existaient, vous avez tort. Mais refusez-le. Parce que l'idée qui est ancrée chez ces gens est que tout ce qui se passe en Afrique, tous les problèmes, toutes les difficultés sont forcément des difficultés héritées de la colonisation. Car nous sommes coupables. Et c'est parce que nous sommes coupables que pour nous faire pardonner, nous devons les accueillir. Et que nous devons ouvrir nos bras. Et que nous devons, en réparation des crimes que nous avons commis, en réparation de toutes les horreurs que nous avons pu commettre en Afrique, eh bien, en réparation de tout cela, il est tout à fait normal qu'ils viennent chez nous pour avoir réparation de ce que nous avons commis. Voilà le fond. Nous sommes dans l'ethnomasochisme. Ces gens sont des ethnomasochistes. Mais le problème, c'est qu'ils sont peut-être ethnomasochistes. S'ils étaient ethnomasochistes dans leur petit cercle, cela n'aurait pas d'influence, mais c'est eux qui convoquent les départements de l'université. C'est eux qui forment nos étudiants. Et plus encore maintenant, les enfants dans le secondaire. Parce que depuis quelques années, nous avons les programmes d'études de l'Afrique. Et moi, j'ai mes enfants qui reviennent tous les soirs en me parlant. Alors, ils sont incapables de vous parler, savoir si Louis XV est avant ou après Louis XIV, mais l'institutrice s'est trompée l'autre jour d'ailleurs. Savoir si Louis XV ou Louis XIV, mais ils vont vous parler du Mansa Moussa, le roi d'Empire du Mali, ça pas où est le Mali d'ailleurs. Bon. Nous sommes véritablement dans une entreprise complète, je le disais, de subversion. Alors, à l'époque où j'étais étudiant, ça commence déjà à remonter, puisque j'ai terminé mes études à Nanterre en 68, et avant d'aller à Aix, etc. Bon, à l'époque où j'étais étudiant, ça existait aussi. Mais ça existait dans l'histoire de l'Europe. On ne faisait pas l'histoire de l'Afrique. Moi, j'ai toujours entendu mes professeurs nous dire que Katyn était un crime allemand. Katyn était un crime allemand. Et je me souviens d'un camarade qui a eu une très mauvaise note parce qu'il avait dit mais non, c'est pas les Allemands, ce sont les Russes. Le professeur qui était communiste, comme tous les professeurs qui étaient communistes, à part Jacques Hertz, tous mes professeurs étaient communistes à Nanterre, sauf Jacques Hertz et les trois, Katyn. Vous voyez, ensuite, on a su ce qui était passé à Katyn. Mais nous savons donc qu'il y a ce système de transformation de l'histoire qui existe. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave. Parce qu'à l'époque, certes, on disait que Katyn avait été réalisée par les Allemands, pas par les Russes, mais nous n'étions pas à l'époque menacés d'un changement de population. Tandis que là, à l'heure actuelle, l'histoire sert
à nous coloniser sur place. L'histoire sert à nous désarmer mentalement. L'histoire sert à nous décérébrer mentalement. Alors, prenons l'exemple du 17 octobre. 17 octobre 61. Je ne ferai pas cette histoire, vous la connaissez aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Simplement vous montrer la différence qu'il y a entre ce qui est dit dans le monde médiatique et politique et ce que nous savons, nous, historiens. L'affaire du 17 octobre, c'est très simple. En pleine guerre d'Algérie, le FLN, qui s'est fait étriller pendant la bataille d'Alger, le FLN, l'ALN, qui a perdu, 1, la bataille des frontières, 2, les guerres intérieures, 3, qui a vu les fraternisations qui se sont passées sur le forum, le FLN veut essayer de pousser et veut essayer de peser sur les négociations qui commencent. Et il organise dans Paris une manifestation interdite, et cette manifestation interdite, donc, est réprimée par la police. Bon, parfait. Parfait. L'on nous dit que il y a eu un massacre d'Algérie. Et les porteurs de valises, les héritiers des porteurs de valises, ceux qu'on appelle les frères des frères, réussissent par leur groupe de pression à circonvenir le maire de Paris, M. Delanoë, et réussissent à circonvenir le futur président de la République, donc un an avant qu'il soit élu, et l'actuel président de la République. Alors, on pose une plaque sur le pont, les noyers, etc. Et l'histoire qui est racontée est celle d'un épouvantable massacre d'Algériens à Paris. Or, historiquement, il n'y a pas eu un seul, vous entendez bien, le 17 octobre, il n'y a pas eu un seul Algérien tué. Il y a eu un mort, si, il s'appelait Guy Chevalier, pas français, et qu'on a retrouvé mort devant le cinéma Rex, le crâne fracassé, partout, on ne sait pas. Ça peut être des manifestants, ça peut être des voleurs, ça peut être la police, on ne sait pas. Il n'y a pas eu un seul mort algérien. Alors, comment savons-nous? Nous savons par une source qui est absolument non critiquable. Lionel Jospin, quand il était Premier ministre, était assailli par un courant de l'ultra-gauche, du Parti socialiste, qui lui demandait de prendre position sur cette affaire. Et Lionel Jospin, qui avait pas de défaut, avait au moins une qualité qui était d'une certaine rigueur, et un certain sens de l'État. Et Lionel Jospin, bon, là, c'est très simple, je veux que l'on ait le cœur net. Et Lionel Jospin désigne une commission, une commission d'enquête chargée de travailler sur les archives qui n'avaient pas été ouvertes jusque-là. Et il désigne un conseiller d'État, le conseiller Mandelkern, qui est un très très haut juriste, qui s'entoure d'une dizaine de spécialistes, de juristes, etc., et qui va rendre un rapport, le rapport Mandelkern. Et le rapport Mandelkern, vous allez sur Internet, vous l'avez. Vous tapez les rapports Mandelkern, 17 octobre, vous l'avez, c'est un très long rapport. Vous imaginez le rapport fait par un conseiller d'État, le sérieux de ce rapport. Et le rapport Mandelkern donne 5 morts. Pas le 17 octobre. Pas le 17 octobre. Il donne des morts 2 jours avant, 2 jours après. Et les 5 morts qui sont donnés dans le rapport Mandelkern sont parfaitement localisés. On sait comment ils sont morts. 2 écrasés par des voitures, 2 qui ont été tués par la police alors qu'ils tentaient de s'échapper du stade de Colombes où ils étaient gardés, et un 5e qui a pu être tabassé et qui est mort dans le garde de police. Aucun lien avec la manifestation du 17 octobre. Donc nous avons véritablement un rapport qui est irréfutable. Ensuite, des historiens ont travaillé sur la question. Et ils ont travaillé sur d'autres sources qui sont, elles, absolument irréfutables également, sont les archives de la morgue de Paris. L'idée d'avoir travaillé sur les archives de la morgue de Paris. Et la morgue de Paris tient ces archives. Bien, le 17 octobre. Et le 18 octobre. Alors qu'on nous dit que la guerre civile dans Paris, qu'on fusillait les Algériens de tous les côtés, pas un seul cadavre n'est montré à la morgue de Paris. Et tous les chiffres qui vous sont donnés. Alors on dit, mais il y a eu 34 morts, il y a eu 50 morts, il y a eu 60 morts. Tous les chiffres, d'où viennent-ils ces chiffres? Eh bien, ils viennent d'une manipulation
cadavres d'Algériens entrés à la morgue pendant tout le mois d'octobre, parfois même depuis le mois d'août, et les additionnent. Donc ils prennent les cadavres entrés avant la manifestation, et ils prennent les cadavres entrés 8 jours ou 10 jours après la manifestation. Or, des enquêtes ont été faites sur chacun de ces morts, parce que la France est un état de droit, et chaque fois qu'un cadavre entrait à la morgue, il y avait une enquête judiciaire pour savoir d'où il venait. Les 3/4 de ces gens étaient soit des harkis, anciens harkis, soit des musulmans du MNA, Messaliage, soit des musulmans qui ne voulaient pas payer l'impôt révolutionnaire, soit des gens qui étaient contre le FLN. Et 98% des noyés, il n'y a pas eu un seul noyé le 10 octobre. En revanche, il y a eu des centaines de noyés faits par le FLN. Ce qu'on a trouvé au barrage de Besançon, etc. Et des études ont été faites sur chacun de ces noyés. Bien, la plupart des noyés, c'était de la famille de harkis de la police, d'Algériens pro-Messaliage, etc. Eh bien, voilà le décalage qu'il y a entre la réalité scientifique et ce qui nous est présenté dans les médias. Ce qui fait que le président Hollande sait très bien, il le sait très bien, parce qu'il a lu le rapport, enfin, moi ses conseillers l'ont lu, le rapport Van Kern, ils ont lu les rapports, les études qui ont été faites là-dessus. Et nous sommes donc en présence, là, d'un cas particulièrement typique de la différence qui existe entre la réalité historique et l'image qui nous est présentée dans les médias. Alors, bien entendu, il y a toujours eu des manipulations historiques, mais la manipulation historique qui se produit dans le cas précis est une manifestation, est une manipulation qui est faite dans un but politique précis. Nous désarmer, nous décérébrer. Nous ne pouvons pas lutter contre eux. Nous leur avons fait tellement de mal. C'est un juste retour des choses, n'est-ce pas? Un juste retour des choses. Voilà le fond du problème. Alors, multiplions-les, ces exemples. Prenons-en un autre. On dit oui, mais nous avons dans le pied l'Empire. Donc, c'est tout à fait normal que ces populations viennent aujourd'hui, parce que si l'Afrique est dans une situation aussi désastreuse, c'est parce que nous l'avons pillée. Nous nous sommes enrichis en Afrique. Nous avons mis ces pays en coupe réglée. Ce n'est pas parce qu'il y a des Français qui ont pu s'enrichir en Afrique que la France s'est enrichie en Afrique. Oui. Ce sont deux choses complètement différentes. Là encore, les études universitaires sont définitives. Les travaux de Jacques Marseille sur le coup de l'Empire, les travaux de Daniel Lefebvre, tout ceci est parfaitement connu. Et ceci est d'autant plus incroyable que, au départ, sur quoi repose l'idée du pillage de l'Empire? Sur une idée de gauche. C'est Jules Ferry. Parce que Jules Ferry, qui est le père de la colonisation, Jules Ferry qui n'est même pas un homme de droite, Jules Ferry, qui est le père de la colonisation, veut attirer des capitaux en Afrique. Et pour attirer des capitaux en Afrique, il va essayer de faire croire au milieu d'affaires orléaniste que l'Afrique est une bonne affaire. Les colonies sont une bonne affaire. Investissez dans les colonies parce que c'est une bonne affaire et vous allez retirer de l'argent, vous allez retirer des bénéfices. Et c'est sur cette idée qu'il y a qui existe. Or, que s'est-il passé? Mais il s'est passé que Jules Ferry s'est totalement trompé. Pourquoi? Quand Jules Ferry dit « investissez en Afrique et cela va être source de profit », Jules Ferry ne voit pas une chose, c'est que pour qu'il y ait des profits qui soient retirés de l'Afrique, il faut des infrastructures, il faut créer des routes, il faut créer des hôpitaux, il faut créer toutes les structures, ce que Jacques Marseille appelle superbement les contraintes de souveraineté. C'est pas comme ça que l'Afrique rapporte, surtout à l'époque de Jules Ferry, on ne sait pas qu'il y a des mines en Afrique, le pétrole est inconnu. Ce qui fait que très tôt, le capitalisme français se détourne d'Afrique. Dès 1914, le capitalisme français n'investit pas en Afrique, sauf dans certains petits secteurs immédiatement rentables,
qui vont être des secteurs marchands immédiatement rentables. Et ces secteurs marchands immédiatement rentables ne sont pas des secteurs qui permettent la mise en valeur du pays. Ce qui fait que la France se retrouve, dès avant 14, et encore plus au lendemain de la guerre de 14, avec sur les bras un gigantesque empire duquel se détournent les milieux d'affaires. Ce qui fait que c'est l'État français qui va se substituer aux milieux d'affaires. Et qui va développer l'Afrique? Qui va créer des ponts? Qui va créer des routes, des aéroports, des hôpitaux, des voies de chemin de fer, etc., etc. Les impôts de nos grands-parents et de nos grands-parents. Car ce sont les emprunts qui sont faits en France. Ce sont les impôts des Français qui vont se substituer au capitalisme défaillant. Parce que l'Afrique est complètement en dehors du circuit économique français. Le capital français est sur 100, dans une valeur 100, entre les deux guerres, il y a un qui est investi en Afrique. Et avant 14, le capital français investit plus en Turquie que dans la totalité de l'empire colonial français, Indochine mis à part, qui est un cas particulier, qui est un cas qui est différent. Voilà la réalité. Ce qui fait que, où est le pillage colonial? Et ceci va aller jusqu'au bout. Dans les années 1950, la France sort de la Deuxième Guerre mondiale. Exemple, il faut tout reconstruire. Il faut refaire les voies ferrées, il faut refaire les routes, il faut refaire les usines, il faut tout refaire. Eh bien, la France va engloutir à fond perdu, au sud du Sahara, des milliards et des milliards qui sont pris sur des budgets de modernisation de la France. Et au moment où un pays comme l'Allemagne se recrée une industrie, au moment où un pays comme la Hollande développe, investit dans sa recherche industrielle, etc., eh bien, la France crée des routes au Gabon, la France crée des ponts en Guichari, etc. Ce qui fait que nous avons un État français qui va se saigner. Et l'idée de pillage de l'Afrique n'existe pas. Mais ça, nous le savons, les travaux de Jacques Marseille l'ont démontré. Prenez la thèse de Jacques Marseille qui date de 1978 et qui a été éditée en 83-84, Empire colonial et capitalisme en France, l'histoire d'un divorce. Et Daniel Lefebvre, qui a travaillé sur l'Algérie, qui est un élève de Jacques Marseille, a développé cette idée dans le cas de l'Algérie. Voilà, cette idée est tout à fait fondamentale, cette idée est absolument essentielle. Alors, continuons dans la culpabilisation. L'esclavage. L'esclavage. Parlons-en d'esclavage. L'esclavage, c'est une invention des Européens, bien entendu. Bon, le grand historien Brodel disait, tout de même, l'esclavage n'est pas une invention diabolique de l'Europe. Tous les peuples furent esclavagistes. Mais à l'époque qui nous intéresse, certes, il y eut l'esclavage européen, mais on ne parle pas du deuxième esclavage, qui est l'esclavage arabo-musulman, qui lui est antérieur et postérieur, parce que la traite des esclaves pratiquée par les Européens, j'en parlerai tout à l'heure, mais elle va durer 2 siècles, elle va durer 2 siècles et demi, tandis que la traite arabo-musulmane commence avec l'expansion de l'islam et se termine avec la colonisation. Parce que, voyons bien une chose, aujourd'hui, très exactement là où se déroule l'opération Serval au Mali, très exactement là, sur les mêmes lieux, dans les années 1890, 1895, mais nos grands anciens libéraient les mêmes populations du Sud contre les esclavagistes du Nord, très exactement au même endroit. Parce que, et c'est pour cela qu'il y a eu tellement de tirailleurs, bon, dits sénégalais, en fait c'était des Bambara, engagés dans l'armée française. Pourquoi? Mais parce que quand sont arrivés Archinard, quand sont arrivés le colonel de Trintignant, quand sont arrivés tous les colonisateurs remontant par le Sénégal, arrivant dans la vallée du Niger et arrivant dans la région de l'actuel Bamako, qui n'existait pas à l'époque, la région de l'actuel Bamako, c'était le cœur du royaume Bambara, qui, pendant un siècle, avait résisté aux islamistes. Les Bambara étaient restés animistes. Et le royaume Bambara venait juste d'être écrasé par les islamistes du Nord depuis une dizaine d'années avec le grand djihad d'El Al-Shoma. Et les Bambaras ont accueilli les troupes françaises, mais comme
l'autre jour, quand les opérations s'étaient les mêmes, leurs descendants, bravo les Français, merci de nous libérer des esclaves. C'est ça la réalité. Et donc, du coup, ces Bambara se sont engagés dans l'armée française pour, avec les Français, aller régler leur compte à leurs esclavagistes au nord. Et exactement dans les mêmes endroits, exactement dans les mêmes lieux. Ensuite, les colonnes françaises sont remontées vers Gao, vers Tombouctou. À Tombouctou, le colonel de Trintignant va repousser les Touaregs Ifora, dans les Ifora, là où nos troupes spéciales à l'heure actuelle sont en train, avec les Touaregs, de lutter contre les islamistes, ou ceux qui se prétendent islamistes. Et tout cela pour libérer les populations du fleuve qui étaient réduites en quasi-esclavage. Donc l'histoire se répète toujours. Donc on oublie cet esclavage. On oublie que la colonisation y a mis un terme. Alors revenons à cette traite des esclaves. Nous sommes coupables, il n'y a qu'un seul esclavage. Madame Taubira, lorsqu'elle a fait voter sa loi, elle était donnée. Et je cite la phrase exacte dans mon livre, je ne l'ai pas de mémoire, mais je la cite exactement, je la cite à peu près. Je pose la question, mais le journaliste, je pose la question, interview qu'elle a donnée au Point. C'est extraordinaire. J'ai retrouvé ça, je l'ai publié. Donc, quand cette loi est sortie, le loi Taubira était tout à l'heure. Mais pourquoi ne parlons-nous que de la traite européenne et la traite musulmane? Parce qu'il ne faut pas culpabiliser les jeunes Arabes des banlieues avec cette histoire. Elle le dit textuellement. On peut nous culpabiliser, nous, avec une histoire dont nous ne sommes pas responsables. Et donc, vous voyez, l'histoire est un outil politique. L'histoire est un outil politique. Ce n'est plus une science. D'autant plus que Mme Taubira sait très bien ce qui s'est passé. Elle a quand même fait des études. Elle sait très bien ce qui s'est passé. Alors donc, quelle fut la réalité de cette traite? La réalité de cette traite, je parle de la traite européenne, c'est que la moitié de l'Afrique a vendu l'autre moitié. Et que qui s'est enrichi davantage les chefs esclavagistes africains que les Européens? Les Britanniques ont fait des études super là-dessus, super. On publie les résultats également. Parce que les Britanniques n'ont pas comment dirais-je, ces vapeurs qu'ont les Français. C'est une étude très claire. Ils ont démontré qu'au moment où la traite était la plus puissante, au moment de l'apogée de la traite, les plus grands armateurs anglais qui participaient à cette traite gagnaient infiniment moins que les responsables politiques des États africains qui étaient esclavagistes. C'est le rapport de 1 à 10. Et en fait, c'est ça l'Afrique. Une partie des Africains a vendu l'autre partie des Africains. Et qui a vendu? Eh bien, ceux qui ont constitué les États sur les côtes. Et ces gens-là se sont retrouvés du jour au lendemain quasiment ruinés. Parce que du jour au lendemain, c'est l'Europe qui décide d'abolir, ce n'est pas l'Afrique. L'Europe décide d'abolir la traite, et à partir de ce moment-là, tous ces royaumes esclavagistes, le Dahomey, le royaume d'Oyo, toutes ces entités du littoral, le royaume de Loango, etc., toutes ces entités sont ruinées. Et patron, qu'est-ce qui se passe? On peut plus faire de commerce, de quoi allons-nous vivre? Ah non, mais c'est fini, moralement, non. Terminé, la traite, débrouillez-vous, les gars. Et l'on va voir à ce moment-là ces royaumes côtiers qui vont péricliter, et ces royaumes côtiers vont péricliter au moment où, au nord, dans le Sahel, dans toute la zone qui part du Sénégal, et qui va jusqu'au lac Tchad, et qui dépasse le lac Tchad et quasiment jusqu'à la mer Rouge, jusqu'au moment où, dans ces zones, l'esclavage continue. Et continue sur une échelle encore plus importante qu'avant. L'époque où, au moment où nous arrêtons la traite, apparaît un mouvement esclavagiste considérable dans toute la région du Sahel, avec El Hadj Omar, avec Sékou Amadou, avec tous ces grands chefs, avec Rabat, que nous allons, vous voyez cette image du petit journal avec la tête de Rabat fichée sur une lance, porté par les tirailleurs, le chef esclavagiste de Rabat, avec Snoussou, qui dévastait tout le nord de l'actuelle République centrafricaine, qui ravageait toute la partie sud du Tchad, et que nous allons stopper la bataille de Rabat, la bataille de Bousserie, sur le lac Tchad. Et tout ceci
est une réalité. Donc ces pays du Sahel vont se lancer à l'assaut de ce réservoir humain esclavagiste du Sud. Les Européens ne sont plus là, et la colonisation va se produire au moment où nous allons arriver et nous allons les bloquer. Donc c'est un phénomène qui est un phénomène de relativité. Alors je ne dis pas que la traite n'a pas existé, non. Je dis simplement que les Européens, d'abord, l'historien n'a pas apporté de jugement de valeur sur le passé, l'historien n'est pas un moraliste, l'historien n'est pas un jury, l'historien n'a pas à dire ce qui était bien et ce qui était mal. D'abord, dire cela prouverait qu'il n'est pas historien. Parce qu'il y a deux choses que doit éviter l'historien. Se tromper dans sa chronologie et se tromper dans le contexte historique. On ne peut quand même pas, au nom de notre philosophie dominante actuelle, juger des attitudes et des décisions ou des politiques prises dans une époque de contexte différent. Ça, c'est ce qu'on apprend en première année d'histoire, premier trimestre, première semaine d'histoire. Hein. En droit, on apprend en première leçon les cas d'annulation du mariage, et en histoire, on apprend le contexte historique. Ne pas vous tromper de contexte historique. Ça, c'est fondamental. Ce qui fait que l'on se trompe complètement du contexte historique, donc l'on ne fait pas un travail d'histoire, enfin un travail de moraliste, enfin un travail de philosophe, enfin un travail de politique. Ceci est évidemment déterminant. Déterminant parce que nous voyons là cet immense décalage. Alors, dans l'histoire africaine, c'est encore plus important parce que l'histoire africaine, non seulement est prise en main par, j'allais dire, une secte politique, je peux dire, une secte politique, qui recrute par endogamie, mais ça va encore au-delà. Ça va encore au-delà parce que, par le système français, cette déviance est encore accentuée. Je vais essayer de m'expliquer d'une manière assez simple. L'histoire est divisée en 4 périodes. L'histoire ancienne, l'histoire médiévale, l'histoire moderne et l'histoire contemporaine. L'histoire ancienne se termine avec la fin de Rome. L'histoire médiévale avec la révolution moderne, avec la Renaissance, etc. L'histoire moderne se termine avec la révolution industrielle et l'histoire contemporaine, nous sommes dedans. Et dans l'histoire contemporaine, il y a maintenant l'histoire immédiate. Alors l'historien devrait s'interdire de faire l'histoire immédiate, bien entendu. Parce que l'histoire immédiate, laissons ça aux journalistes, aux politiciens. S'il n'y a pas un minimum de recul, comment voulez-vous avoir véritablement une approche? Or, dans le domaine français, quasiment toutes les thèses sont des thèses d'histoire contemporaine. Pourquoi? Eh bien parce que pour faire une thèse d'histoire moderne ou d'histoire ancienne en Afrique, il faut aller faire de l'archéologie, il faut aller faire de l'anthropologie, il faut aller faire des études sociologiques, historiques, etc. Tandis que l'histoire contemporaine, c'est magnifique. Vous faites de l'histoire d'Afrique sans bouger de chez vous. Sans bouger de chez vous. Toutes les archives coloniales sont dans Aix-en-Provence. Sont à Aix-en-Provence. Ce qui n'est pas à Aix-en-Provence va se retrouver dans tel ou tel fond. Donc aujourd'hui, nous voyons des gens qui se baptisent, qui s'autoproclament africanistes, tous ces spécialistes africanistes que vous voyez à la télévision, pas l'intellectuel en Afrique. Voilà, une mission de 10 jours ou de 15 jours. Ces gens font des thèses qui sont des thèses à partir des archives coloniales. Ce ne sont pas des thèses sur l'Afrique. Ce sont des thèses portant sur la période coloniale en Afrique. Mais ce ne sont pas des thèses sur l'histoire de l'Afrique. Moi, quand j'ai fait mes thèses, je suis resté 11 ans au Rwanda, j'ai fait 2 doctorats sur le Rwanda, un sur l'économie d'échange dans le Rwanda avant la colonisation, et l'autre sur la société agro-pastorale rwandaise des origines jusqu'à l'arrivée des Européens. Là, c'est un travail de terrain, d'anthropologie, il n'y a pas d'archives là-dessus, hein. Il faut travailler sur d'autres sources. Ce qui fait que tous ces chercheurs, par exemple, je vais vous donner quelques, vous allez rire, il faut rire un peu, quelques sujets de thèse. Les relations entre hommes dans les milieux homosexuels algériens à Paris dans les années 1930. C'est pas un sujet qui fait rêver les fous, hein? C'est pas un sujet exaltant. La grève des dockers porte de Dakar sous le Front populaire.
les archives à Paris. Comment dirais-je, le rôle des sages-femmes dans la promotion de la femme indigène en Oubangui-Chari. C'est un sujet très intéressant sur l'histoire. Pendant ce temps, les anglo-saxons travaillent sur les migrations ethniques, sur la façon dont telle population, en s'adaptant à son milieu, a développé tel type de société, etc. Alors ce qui fait que la déviance est totale. Parce que, d'un côté, les chercheurs qui sont spécialisés sont acquis à une idéologie, et ils se servent de cette idéologie pour transformer la réalité de façon à agir politiquement, et les étudiants qu'ils forment vont devenir les futurs spécialistes de l'histoire de l'Afrique sans être jamais allés en Afrique. C'est quand même assez extraordinaire. Lorsque j'ai quitté Lyon 3, j'ai été remplacé, il y a eu une trentaine de candidats sur mon poste, et sur ces 30 candidats, il y avait 27 ou 28 titulaires de thèse sur l'Afrique, et thèses africaines, toutes ces thèses bien sûr, et sur ces thèses, il n'y en a pas un qui avait passé plus d'un mois en Afrique. Pas un. C'est-à-dire que c'était des maîtrises, donc c'est pas des thèses, on appelle soit à mon temps, on appelait une maîtrise, c'est pas une thèse. Et ces gens-là sont des africanistes. Ce qui fait, comment voulez-vous que ces gens-là puissent intellectuellement résister au rouleau compresseur et aux idées reçues qui sont mises en avant? Parce que pour aller prendre à bras-le-corps l'idée selon laquelle les ethnies ne sont pas des créations coloniales, mais sont inhérentes à l'Afrique, même s'il y a une évolution sur la colonisation, pour reprendre à bras-le-corps l'idée sur la traite, bon, la traite, traité, nous avons des travaux qui ont été faits, mais tout ce qui est contemporain, échappe à la critique. Car ces gens-là ne sont pas formés, et ces gens-là, n'étant pas formés, vont former des gens sous-formés. Donc, parce que moi, je dis l'université, parce qu'au bout d'un moment, c'est plus possible. Il faut faire travailler des gens intelligents dans l'armée, ou des gens de terrain qui vont sur le terrain, c'est plus possible. Perte de temps. Perte de temps. Quand vous vous retrouvez devant des amphis de licence, le nom de Lyoté doit être écrit au tableau. Le nom de Samori doit être écrit au tableau. Les noms des pays africains, je parle en licence. Je ne parle pas des noms de première année, je parle en licence. Quand dans les cours d'agrégation, vous avez des gens qui vous regardent avec des yeux de merlanfrie quand vous prononcez le nom de Bismarck, vous dites qu'il y a un problème. Bon, alors je perds mon temps, hein, je peux faire autre chose, on se salue, au revoir, on démonte et on fait autre chose. Et donc, voilà cette réalité. Alors ceci est fondamental. Alors c'est pour ça que j'ai écrit ce petit livre qui reprend les grands mythes des informations de l'histoire africaine en les réfutant. Mais en les réfutant d'une manière universitaire. Non pas comme certains journalistes qui vont prendre tel ou tel fait, qui vont le simplifier en pompant, en ne comprenant pas très bien ce qu'ont écrit les spécialistes et qui vont faire des petits essais qui vont bien se vendre. Non, moi je fais le bilan des études universitaires, c'est-à-dire que je travaille sur le monde anglo-saxon, avec les thèses qui sortent dans le monde anglo-saxon, et je les rends d'une manière lisible pour un grand public. Donc c'est un manuel de réputation. Voilà. Ah. Ceci étant, je ne vais pas vous parler de cuisine africaniste et de cuisine historique africaniste, parce que cela vous lasserait. Prenons un exemple contemporain pour changer de sujet. Est-ce que je peux parler de plusieurs choses? Bon. Alors, le bilan, il y a un sujet qui est intéressant, la réalité de ce qui se passe au Mali. Ça vous intéresse? Alors, la question qui se passe au Mali, c'est une question très simple. Mais c'est une question d'une simplicité. Alors ceux qui connaissent le Sahel, ici, vont tout de suite le comprendre. Le Sahel, c'est un couloir de passage. C'est un couloir de passage est-ouest, c'est un couloir de passage nord-sud. C'est un monde qui met en relation le Sahara et l'Afrique du Nord, et au sud, les savanes et les forêts. Mais le Sahel, qui est une bande étroite, qui fait 3 millions de kilomètres carrés, qui touche 10 ou 11 pays, c'est une bande étroite qui est coupée en deux. Le nord du Sahel n'est pas le sud du Sahel. Le nord du Sahel est totalement pastoral, et le sud du Sahel est agro-pastoral. Et toute l'histoire de cette bande sahélienne, c'est l'histoire des populations totalement pastorales
qui vont pousser vers le sud où vivent les agriculteurs, parce que vers le sud, il y a les points d'eau, il y a les fleuves, il y a les lacs, et il faut faire boire le bétail. Donc, périodiquement, ils poussent. Et nous avons affaire à deux types de civilisations. Au nord, entre guillemets, les blancs. Je dis bien entre guillemets, parce que les Toubous sont noirs, mais même si les gens du sud, ils les considèrent comme blancs. Et dans le monde ouest africain, nous avons les Touaregs et nous avons les Maures. Alors, les Touaregs ne sont pas les seuls habitants du Sahara. C'est une aberration. Les Touaregs vivent dans la partie centrale du Sahara. Et dans le nord du Mali actuel, les Touaregs n'occupent que la partie est du nord du Mali. Toute la partie ouest est arabe, enfin les Maures, qui sont essentiellement eux aussi des Berbères, mais qui ont été arabisés il y a tellement longtemps qu'ils sont arabes. Les trois quarts des habitants sont berbères et s'imaginent être arabes, parce que lorsque leurs ancêtres se sont convertis à l'islam, ils sont rentrés dans les Kabylas arabes. C'était le principe, pour montrer qu'on avait des origines lointaines qui rattachaient aux tribus héroïques du temps du prophète, on se rattachait à ces généalogies-là. Et quand on étudie bien les généalogies des familles en Algérie, et au Maroc, on voit bien à quel moment s'est faite la manipulation de généalogie. On sort de la généalogie berbère et on rentre dans une généalogie arabe. Bon. Bien, ce phénomène est fondamental. On le retrouve dans toute cette zone. Et toute la partie ouest est une partie maure arabe. Et traditionnellement, ce monde sahélien, donc l'actuel Mali, l'ancien Soudan français, ce monde sahélien a connu deux phases. Des phases pendant lesquelles les peuples noirs du Sud ont constitué des royaumes, le royaume de Ghana, le royaume de Mali, le royaume de Songhai, et quand ces royaumes existaient, ils réussissaient à tenir éloignés du fleuve les Touaregs et les Maures. Soit par une force militaire, soit parce qu'ils les achetaient, soit parce qu'ils avaient avec eux des rapports d'ordre économique. Et chaque fois que ces royaumes noirs se limitaient, les populations du nord descendaient vers le sud. Et ces populations du nord descendaient vers le sud, et le phénomène s'accélère au XVIe siècle, quand le dernier grand royaume de la boucle du Niger, qui est l'empire Songhai, du nom de la population éponyme, les Songhai, est attaqué. Alors là, par une expédition étonnante, vous en avez sûrement entendu parler, mais je fais une parenthèse là-dessus, c'est étonnant, l'expédition marocaine de Tombouctou. Avez-vous entendu parler de l'expédition marocaine de Tombouctou? Le sultan du Maroc, qui commerce avec l'empire central, qui commerce avec cette région de l'Ouest africain, ne voit plus d'or arriver. Et l'or ne traverse plus le Sahara à destination du Maroc. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, les Portugais ont découvert l'Afrique, les Portugais se sont installés sur le littoral de l'Afrique de l'Ouest, et les zones de production d'or qui sont dans le sud de la Guinée et dans le sud du Sénégal actuel vont se détourner vers le littoral. Et il est bien plus intéressant de faire quelques centaines de kilomètres pour arriver jusqu'au port où sont les Portugais, qui transportent le même matériel que les caravanes sahariennes, mais sur de plus grandes quantités et moins chères, que de se livrer à des séries d'intermédiaires qui, pendant des semaines et des semaines, vont acheminer cet or jusque dans le Maghreb et dans le monde méditerranéen. Donc, le commerce de l'Ouest africain est détourné vers le sud, ce qui fait que les royaumes de l'Afrique de l'Ouest, sahéliens, se ruinent. Donc, le sultan du Maroc ne voit pas cela. Il se dit, l'empereur du Songhai ne veut plus le verser avec moi, donc il le somme de reprendre des relations. Et l'empereur du Songhai l'envoie bouler. Et le sultan du Maroc organise une expédition à travers le Sahara, une expédition avec 10 000 hommes. 10 000 hommes dirigés par 8 caïds, sur les 8 caïds, 7 Espagnols. 7 Espagnols convertis à l'islam, les renégats, ce qu'on appelle les renégats. Et la plupart des troupes d'élite qui vont composer cette expédition, les Espagnols également, convertis à l'islam. À l'époque, on passait facilement d'un camp à l'autre. L'aventure était belle, vers Tombouctou. Et le Pacha de Jodéa qui dirige l'expédition est un Espagnol. C'est un Asturien. Et l'expédition arrive dans l'Empire Songhai, évidemment, on écrase l'Empire Songhai, et l'Empire Songhai n'existe plus. Les Marocains vont installer
un pachalik, donc ils prennent possession Gao Tombouctou, très exactement là où se passent les événements à l'heure actuelle. Et au bout d'un certain temps, ce pouvoir marocain se relâche, ce qui fait que les Touaregs, qui jusque-là, surtout la tribu des Ifora, dans le cœur, et le massif des Ifora, dont on parle beaucoup en ce moment, parce que la guerre se passe là-dedans, les Touaregs Ifora, éponymes, vont descendre vers le sud. Et ils vont s'installer, piller toute la zone la boucle du Niger, jusqu'au moment où va arriver la colonisation qui va rétablir d'autres rapports et inverser les rapports. Voilà la longue durée. Dans cette longue durée, il est bien évident que les événements, car nous sommes en Afrique, il y a une mémoire historique. Une mémoire historique. Alors, historique, c'est-à-dire que, par exemple, dans l'Afrique de l'Est, dans toute l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, la notion de chronologie du passé n'est pas la même que chez nous. Par exemple, en Swahili, hier, c'est Zaman. Mais hier, c'est Zaman, c'est hier. Hier, quand je suis allé dîner avec mon camarade Jean-Louis, mais c'est également, Marignan 1515. La profondeur de hier, c'est hier. Ce qui fait que il y a une permanence du passé que nous n'avons plus chez nous. Parce que nous vivons, nous, dans un monde où le passé est oublié. Le passé est oublié. C'est un test que je faisais toujours avec mes étudiants, du temps où j'enseignais à Lyon 3, dans l'amphi, au début de l'année, je dis, qui est capable ici, dans l'amphi, qui est capable ici de me donner les noms de ses arrière-grands-parents? Les prénoms, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Mais qui peut me donner les noms? Il n'y a pas beaucoup. Les noms des arrière-grands-parents. Et j'y avais trois gars, et vous? Les Africains peuvent le donner tout de suite. Tout de suite. Ils remontaient sur 6-7 générations sans problème. Parce que nous n'avons pas la même conception de la mémoire. Nous n'avons pas la même conception du passé, etc. Pour les Africains, le passé n'est pas le passé, c'est aujourd'hui. Puisque dans la société traditionnelle, les défunts étaient enterrés dans la case. Donc, ils vivaient, ils étaient. On restait. La tâche des vivants était de répéter les gestes des défunts, parce que si l'on trahissait les défunts allaient revenir porter un mauvais sort, et le mauvais sort allait être généralisé à l'ensemble du groupe. Donc, si un individu trahissait la coutume, on trahissait les anciens, on trahissait sa lignée, on trahissait son passé, c'était tout le groupe qui allait en pâtir. Donc, des notions qui sont complètement différentes. Ce qui fait que, dans cette affaire du Mali, je reviens en Mali, les événements dont je vous ai parlé tout à l'heure, la traite des esclaves par les musulmans, la conquête par les morts, par les Touaregs, etc., sont des événements d'hier. Et quand le Nord s'est soulevé contre le Sud, les sudistes ont vu cela comme une résurgence des événements d'avant 1890. Et quand les islamistes ont commencé à agir à Tombouctou et à Gao, eh bien, ils ont vu revenir le djihad d'El Hadj Omar. Car le djihad d'El Hadj Omar s'est fait exactement sur les mêmes principes que le Moujao en Saladin. Quelle est la constante islamique sahélienne? Elle est très simple. L'islam sahélien est un islam qui est fortement teinté de paganisme. Le vieux fond païen est toujours là. Et la pensée africaine est une pensée agglomérante. De même que le christianisme africain est très largement... les sources païennes sont encore très largement présentes. Et ceci est consubstantiel à la philosophie africaine. Ce qui fait que, périodiquement, chez les musulmans, l'idée est apparue selon laquelle l'islam africain n'est pas le vrai islam. Et il faut le purifier. Donc, tous ces grands djihad qui ont été faits ont été des djihad destinés à ramener l'islam de l'Ouest africain à sa pureté originelle, c'est-à-dire aux origines, ce qu'on appelle des réformistes. Chez nous, quand on parle de réforme, on pense que réforme, c'est une évolution. Tandis que, dans le concept musulman, réforme, ça veut dire retour. Retour à la lecture littérale du Coran. Et quand les islamistes ont commencé à Tombouctou et à Gao à détruire les mausolées, etc., les populations ont ressenti cela comme un retour,
de ce que la tradition familiale racontait, le retour du djihad vers la Jamaïque. Donc, retour à une longue histoire. Alors, dans ces régions, le problème est un problème qui est donc ethno-racial et politique. Parce que nous avons créé un État du Mali qui n'a jamais existé. L'Empire du Mali a existé, mais pas au même endroit, c'est pas la même zone. Et l'État du Mali est un État qui, artificiellement, rassemble les gens du Sud et les gens du Nord, les anciens radieurs et les anciens radiers, les anciens esclaves et les anciens esclavagistes. Comment voulez-vous ça marche? D'autant plus que nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est la loi du nombre. La démocratie, c'est l'addition. La démocratie, c'est 1 plus 1 plus 1, il faut 50% plus une voix et on a le pouvoir. Or, les gens du Sud sont infiniment plus nombreux que les gens du Nord. Les sudistes sont 80%, 85%, 90%. Les Touaregs sont 5% au maximum au Mali. Ce qui fait que, en logique démocratique, les Touaregs n'ont absolument aucune chance, je ne parle même pas d'accéder au pouvoir, ils n'ont aucune chance de participer au pouvoir. On sait bien que les Bambara du Sud, qui pendant des siècles ont subi les razzias Touaregs, ne vont pas faire les 12 yeux aux Touaregs. Non, ils vont penser à voler leurs vaches, violer leurs femmes et piquer leurs 4x4. C'est ça le but, la vengeance historique. Ce qui fait que les Touaregs se trouvent dans une situation très claire. Soit ils deviennent des esclaves de leurs anciens esclaves, soit ils se révoltent. Et périodiquement, depuis 1961, 62, 63, quasiment depuis l'indépendance, les Touaregs se révoltent au Niger, au Mali, etc. Jusqu'à présent, ces révoltes étaient des révoltes qui s'arrêtaient au bout d'un moment. Les dernières s'étaient arrêtées parce que le colonel Kadhafi les avait calmés, avait joué l'intermédiaire, avait réussi à les calmer. Et le fait nouveau, c'est que les islamistes sont rentrés dans le jeu. Alors, il n'y a pas de danger islamiste. L'islamisme dans cette région, c'est la surinfection de la plaie. Mais la plaie existe avant. L'islamisme va se mettre dans une plaie. C'est la surinfection de la plaie. Mais ce qui crée la plaie, c'est l'opposition ethno-raciale entre les nordistes et les sudistes. Et les islamistes vont profiter avec opportunisme du soulèvement pour prendre petit à petit le contrôle de la zone et pour évincer les Touaregs. Les Touaregs vont se retrouver sans armes, sans munitions, sans essence. Et ils vont se faire évincer par les islamistes. Et les Touaregs vont se réfugier sur la frontière algérienne. Et ils vont tenir une petite zone, prêts à passer en Algérie en cas de problème. Jusqu'au moment où a lieu l'intervention française, qui rechange complètement les cartes, qui rebat complètement les cartes, dans la mesure où les islamistes sont en phase d'éradication, les Touaregs reprennent le poil de la bête. Oui, mais alors, là commencent les choses sérieuses. Et là commence le gros problème auquel nos autorités politiques n'ont pas directement pensé. Il y a double ce problème. Un, les sudistes qui nous ont accueillis comme des libérateurs vont se retourner contre nous. Comme en Côte d'Ivoire. Gbagbo a oublié que c'était l'armée française qui l'avait sauvé quand il y avait eu la descente des nordistes et que l'armée française était interposée. Dans un premier temps, il a été sauvé par cela. Autrement, les nordistes n'auraient fait une bouchée de sa gendarmerie. Et ensuite, Gbagbo va se retourner contre les Français en disant: vous m'empêchez de reconquérir le Nord. Et là, il va se passer exactement la même chose.